que je vous propose les uns et les autres, c'est lors de votre première prise de parole de vous présenter brièvement et surtout la structure pour laquelle que vous représentez. Donc, mobilité inclusive. Alors, je rappelle, ça coule a priori de source, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Donc, mobilité inclusive, ça signifie accessible à tous. Et cette accessibilité, elle peut se situer sur plusieurs plans, que ce soit pratique. Et là, on peut penser notamment aux personnes atteintes de handicap, que ce soit économique. Et là, toutes les personnes pour lesquelles ça coûte cher, voire trop cher de se déplacer, et en particulier les demandeurs d'emploi. C'est aussi un sujet qui peut concerner la sécurité, en particulier pour les femmes, le soir, tard, ou dans certaines zones de transport. Et un autre aspect qui est moins évident à première vue, mais qui est tout aussi important, dont on va parler pendant cette table ronde, c'est l'inclusion qui peut concerner les travailleurs associés à ces nouvelles formes de mobilité. Hier, vous n'étiez pas là, j'imagine, mais on a pas mal parlé de trottinettes. De plusieurs façons, sous plusieurs angles, et notamment sous l'aspect recours à des travailleurs entre guillemets indépendants pour recharger les trottinettes, etc. Et donc on a bien vu qu'il y avait des enjeux là aussi sur la précarité plus ou moins importante des personnes qui travaillent pour les nouvelles formes de mobilité. Alors, Florence Gilbert, on va commencer par vous. Vous allez nous rappeler ce que c'est WeMove. Je commence par vous, parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Je pense que vous avez été parmi les pionnières en France à travailler, en tout cas concrètement, pas au stade de recherche, sur le sujet de la mobilité inclusive. Et donc, dites-nous un peu ce que vous faites concrètement et avec quels résultats, peut-être quelques chiffres pour donner une idée de vos actions. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, WeMove, on travaille sur la mobilité inclusive depuis qu'on est tombé dedans et depuis qu'on est né. Donc on est né en 98 de la mise en place du covoiturage sur l'université de Nanterre. Notre ambition, en fait, c'était de mettre en relation les conducteurs et les passagers pour leur permettre de faire du covoiturage. Je vous promets que je vais aller très vite dans l'histoire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à ce moment-là, le fait de mettre en relation les gens permet de faire utiliser le covoiturage sur l'université. Et à la fin des grèves, ça s'arrête. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi. Et en fait, on se dit, mais finalement, les personnes ont besoin d'accompagnement si on veut que les personnes changent leur mobilité. Donc, mobilité inclusive, ça veut dire mobilité accessible à tous, mais ça veut dire la plus durable possible aussi. Et donc, on est continuellement dans cet état d'esprit-là chez WeMove de se dire, il faut que tout soit accessible et qu'en plus, ça soit durable. Tout soit accessible. Vous avez parlé des freins matériels, vous avez parlé des freins financiers. Il y a les freins aussi qui sont les freins cognitifs. J'ai peur de me déplacer. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie grâce aux déplacements et grâce aux moyens de transport, et donc j'ai peur de les utiliser. WeMove s'est spécialisé là-dedans. On accompagne les personnes âgées, les demandeurs d'emploi, les personnes handicapées à pouvoir se déplacer, à pouvoir appréhender leurs déplacements, et on les accompagne dans leurs déplacements, mais même très concrètement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir établir un déplacement avec la personne. Vous pourriez utiliser le bus, le vélo, et on va les former à l'utilisation et on va les accompagner à pouvoir faire ce trajet. Aujourd'hui, WeMove, c'est 13 000 personnes accompagnées sur 10 régions en France. C'est 150 salariés. C'est 42% de retour à l'emploi sur les personnes qu'on accompagne qui sont demandeurs d'emploi. Et pour 80% de ces 42%, c'est grâce à des formations sur les transports existants des territoires. Donc souvent, on dit le maillage n'est pas suffisant. Le maillage, il est déjà important en France. Et ce qui est véritablement important, c'est d'accompagner les personnes en fragilité à pouvoir utiliser ces modes de transport. Le dernier chiffre, je vous promets, après j'arrête, 74% des personnes qui viennent chez WeMove ressortent avec une mobilité plus durable qu'en étant arrivées chez WeMove. Donc, on essaye d'allier inclusion et mobilité durable. Alors moi, j'ai une question à propos de toutes ces populations pour lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous travaillez.
On comprend quand même bien que c'est certainement pas, elles viennent pas vous chercher elles-mêmes directement. Donc, quels sont les intermédiaires qui recourent en fait à vos services? Oui, effectivement, on passe par des prescripteurs. Je vous remercie beaucoup. Donc, on travaille pour les personnes en insertion professionnelle avec évidemment Pôle emploi, les missions locales, les chantiers d'insertion, les entreprises qui peuvent avoir des difficultés pour recruter ou à conserver des salariés dans leur entreprise. Pour les personnes âgées, on va passer par les CCAS, les EHPAD, les proches, les médecins, enfin toutes les personnes avec lesquelles on va essayer de travailler la détection de la problématique de mobilité. C'est-à-dire que c'est pas simplement j'ai pas de permis de conduire, mais c'est j'ai un frein à pouvoir me déplacer demain. Et donc on va travailler avec ces prescripteurs pour pouvoir justement accompagner la mobilité de nos bénéficiaires. D'accord, très bien. Je sais pas, on entend les grandes orgues là. Je sais pas si vous entendez vous aussi. C'est bizarre cette musique, non? Euh, Alors, Julie Pressia, vous représentez Paris Co. Alors peut-être un petit mot sur ce que c'est que Paris Co. Et surtout, que fait Paris Co par rapport à la mobilité inclusive et plus particulièrement sur le plan du handicap. Je crois que vous avez un accélérateur ou je ne sais pas exactement, un incubateur, je ne sais pas, enfin, qui s'appelle Handicap Access. Dites-nous Oui. à la fois ce que c'est et pourquoi Paris Co se positionne sur ce sujet-là en fait. Oui. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Paris Co, donc c'est un réseau d'incubateurs qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. On fait partie des acteurs économiques qui accompagnons près d'une centaine donc de jeunes entreprises innovantes à travers donc l'animation de 14 plateformes d'innovation, dont la création récente d'un pôle qui s'appelle Pôle Ville Durable et qui rassemble des solutions dédiées donc à la mobilité, à la logistique, à l'économie circulaire également. Et à l'immobilier. Donc depuis cette année, donc nous avons créé une mission handicap qui est le fruit d'un travail avec la ville de Paris dans la perspective des Jeux, mais pas seulement. Et je vous rejoins sur l'aspect durable aussi de solutions que l'on accompagne donc à travers un accélérateur qui s'appelle effectivement Handicap Access. On a lancé donc le programme le 8 novembre qui réunit 8 projets. J'évoquerai l'un d'entre eux tout à l'heure qui justement souhaite atteindre ces enjeux d'accessibilité économique mais aussi de mobilité inclusive. Et donc on accompagne ces projets durant 5 mois au sein d'un programme qui est clairement en fait connecté à leur marché, donc aux autres plateformes. Et donc aujourd'hui, j'ai ma collègue Andrada ici qui est responsable de la plateforme du Rolling Lab, dédiée donc aux solutions de mobilité. Voilà, globalement. Alors pourquoi aussi la prise en compte du handicap? On souhaiterait que d'ici 2-3 ans chez Paris Co, ce soit ça devienne une exigence en tout cas dans la conception des produits et des services de nos startups, que ce soit plus un sujet à part, puisqu'on se rend bien compte que pour impacter dans la qualité de vie des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, il faut l'évolution agir démographique sur l'ensemble oui. sur l'ensemble des aspects de la vie quotidienne et aussi assurer la continuité de cette chaîne de déplacement qui permet d'accéder aux services de la ville, mais aussi dans son quotidien. Et quel est le lien au départ avec les JO Paris 2024? Oui, alors on va dire que les Jeux, l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, c'est un prétexte, un très joli prétexte, mais ça reste en tout cas un prétexte. Donc c'est effectivement pouvoir renforcer l'accueil le plus bienveillant, le plus inclusif possible à tous pour accéder aux grands événements, aux manifestations, et voilà. Mais c'est surtout aussi créer des solutions qui vont perdurer par la suite et qui vont vraiment améliorer le quotidien. Voilà. Donc l'innovation, c'est un vrai levier, et d'associer les personnes en situation de handicap aussi dans ces cadres d'expérimentation à travers ce programme d'accélération, c'en est un aussi. Voilà. Merci pour cette première présentation. Samuel Machet, alors vous avez une solution qui est encore à un stade pilote que vous allez nous décrire et surtout nous expliquer en quoi elle est ou pourrait être adaptée au transport, dans quel type de circonstances, en quoi elle favorise la mobilité inclusive en fait. Bonjour. Alors effectivement, GoSecure, c'est une solution citoyenne de sécurité connectée personnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Aujourd'hui, la sécurité est un droit universel, tout le monde a besoin de se sentir en sécurité. Et les solutions qui existent sont globalement celles d'il y a 20-30 ans, sauf qu'on appelle avec un téléphone mobile. Mais la sécurité peut être relativement améliorée en offrant aujourd'hui des outils digitaux que sont la géolocalisation, que sont l'échange de photos, que sont la visioconférence, pour être mieux connecté à chaque opérateur de sécurité, quel que soit le lieu où on se trouve. Là, par exemple, on est dans un lieu privé, au sens où il ne dépend pas du régalien, et donc il y a un responsable de sécurité pour la mairie, donc l'hôtel de ville de Paris. Donc la question est, si quelqu'un a un malaise demain, qui est-ce qu'il faut appeler, comment est-ce qu'on le contacte? Et ce n'est pas intuitif, ça reste compliqué. La vision de GoSecure, c'est de proposer en fait une interface personnelle qui vous connecte, un peu comme Waze ou un peu comme LinkedIn, à l'ensemble des opérateurs de sécurité où que vous vous trouviez. Et que vous n'ayez plus donc à réfléchir pour savoir qui appeler, mais que ça soit intuitif. Donc GoSecure, c'est une application qui intègre 3 fonctions. La première, c'est l'appel d'urgence augmenté, qui vous permet d'appeler donc l'opérateur du lieu où vous êtes, avec géolocalisation. Donc, possibilité de faire de la quand vous visioconférence. dites l'opérateur, pardon, Alors, c'est ça peut être opérateur de quel sécurité, genre c'est-à-dire que concrètement, ça peut être la police municipale D'accord. demain de Paris, puisque c'est pour Paris un peu particulier. Ça peut être, si vous êtes chez Euro Disney, on n'est pas encore avec eux, mais c'est juste pour illustrer. Donc, GoSecure vous permet d'avoir une continuité en fait, de territoire en territoire sans changer d'interface. Parce que si vous avez une solution par territoire, vous ne pourrez pas gérer 150 applications sur votre téléphone, ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès d'un LinkedIn ou d'un Waze aujourd'hui. Donc la première fonction, appel d'urgence augmenté. La deuxième, c'est le signalement. Donc si vous voyez par exemple, vous êtes dans le sud de la France, vous voyez que des arbres sont tombés suite aux intempéries, vous pouvez faire votre devoir citoyen, envoyer une photo qui est géolocalisée en un clic et immédiatement l'opérateur du lieu de sécurité du lieu où vous vous trouvez, donc la police municipale par exemple, va pouvoir faire intervenir ses équipes pour sécuriser le lieu. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité. La troisième fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de réception d'alerte collective. Alors, qu'est-ce que l'alerte collective? Lorsqu'il y a des situations où les opérateurs, ou la ville par exemple, doit prévenir sa population, exemple Rouen, Lubrizol, il y a donc une usine qui brûle, potentiellement des émanations toxiques. Comment est-ce qu'on prévient la population? Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'outils. Et nous, ce que l'on propose avec GoSecure, c'est une interface qui permet donc de tracer un périmètre et l'ensemble des personnes qui ont l'application ou une solution compatible avec l'application vont recevoir une alerte push sur leur téléphone de manière instantanée avec les consignes donc, à respecter. Donc, avec cette solution, en fait, vous embarquez 99% des fonctions de sécurité personnelle. Et donc, le rapport avec la mobilité inclusive, c'est quoi? C'est que qui dit mobilité dit besoin de se sentir aussi en sécurité. 50% des femmes, aujourd'hui, il y avait des études, je crois que c'est à peu près 50% des femmes se sentent en insécurité dans les transports en commun, donc dans la région parisienne. Pourquoi? Parce qu'en cas de problème, alerter est compliqué. Notre objectif, c'est de rendre donc, les solutions de sécurité très simples et très performantes. Voilà. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez passer le micro à votre voisin. Donc Antoine Lieuteau, vous allez nous dire qui est Captain, d'autant plus que vous avez changé de nom, vous vous appeliez autrement avant. Exactement, on s'appelait chauffeur privé Ouais. jusqu'en janvier 2018. Bon, donc chauffeur privé, je pense que c'est déjà peut-être plus parlant, comme son nom l'indique, en tout cas en français. Donc vous êtes un opérateur de VTC, voiture... Bon, je vous laisse vous présenter, mais du coup, expliquez-nous en quoi les VTC contribuent à la mobilité inclusive et ce que vous faites, vous, au niveau des conditions de travail de vos chauffeurs, que vous appelez partenaires, je crois. Parce que c'est vrai que l'image, quand même, dans l'imaginaire collectif des chauffeurs de VTC, c'est pas forcément l'emploi le plus enviable qu'on puisse imaginer. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, pour que ça le devienne ? Alors déjà, Captain, anciennement qui s'appelait chauffeur privé, c'est une application de mise en relation qui permet à des utilisateurs de commander un chauffeur VTC pour leur trajet du quotidien. Alors on existe depuis 2011 sur le marché français. On a été renommé Captain en 2018 et on exerce dans les villes de Paris, Lyon et Nice. Et depuis septembre 2018, on est aussi présent à l'étranger dans les villes de Lisbonne, Porto et Londres. Donc aujourd'hui en France, on travaille avec 25 000 chauffeurs, on a 2 millions d'utilisateurs,
pour répondre à votre question, en quoi les VTC participent à rendre la mobilité plus inclusive. Alors, plusieurs éléments de réponse. Le premier, concernant nos utilisateurs, en fait, il y avait jusqu'à présent un gros manque à combler sur l'offre de transport. Et donc, le VTC apporte 3 éléments principaux: de la transparence, une facilité d'utilisation et également une disponibilité plus forte. Donc, transparence, ça se traduit dans les prix. Un utilisateur qui utilise la plateforme Captain aujourd'hui, il peut commander un trajet, connaître le prix avant de valider sa commande, donc plus de mauvaises surprises. Facilité d'utilisation, tout se passe dans une application qui vous géolocalise et qui vous permet de faire votre paiement beaucoup plus facilement vu que la carte bancaire est enregistrée dans l'application. Et disponibilité parce que l'application est utilisable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça permet par exemple à un utilisateur qui serait par exemple en banlieue un petit peu éloigné d'avoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une voiture disponible, là où le transport en commun n'a pas forcément une offre très variée. Ensuite, Occlusive aussi, sur le terrain de l'emploi. Aujourd'hui, le VTC a créé de manière directe 35 000 emplois, ce sont les chauffeurs, et on sait que sur ces 35 000 emplois, il y a à peu près 20% de ces chauffeurs partenaires qui avant étaient au chômage, sans emploi, donc participent à la création d'emplois. Et pour revenir également sur votre point de la relation avec nos chauffeurs, je connais cette perception de dire que les chauffeurs... C'est le chauffeur Uber, pour dire les choses. Voilà, c'est quand même... Ça n'a pas une super image, la manière dont ils sont traités, j'entends. Alors, c'est un point intéressant. Moi, je connais cette perception. C'est une perception qui est fausse. Si vous voulez, aujourd'hui, les chauffeurs chez Captain, ils sont accompagnés par nos équipes. Oui, mais là, vous parlez de Captain. Ce n'est pas forcément le cas chez tous les opérateurs de VTC. C'est peut-être votre élément à vous de différenciation sur le marché du VTC. Probable. En tout cas, je vais vous parler des partenaires qu'on croise tous les jours au bureau. On a un bureau qui est ouvert du lundi au vendredi, où une équipe de 40 d'agents qui, pour la plupart d'entre eux, en 50% sont des anciens chauffeurs, reçoivent les chauffeurs et les accompagnent tout au long du partenariat avec nous. On reçoit à peu près 800 à 1000 chauffeurs qui passent par nos bureaux pour nous poser des questions toutes simples, pour s'inscrire ou parfois juste pour prendre un café avec l'équipe. Et je peux vous assurer que ces chauffeurs, s'il y avait un réel mécontentement et un réel problème, on le saurait. Il ne faut pas oublier aussi que ces chauffeurs, on en a besoin. C'est-à-dire que sans eux, on ne peut pas faire de courses, on ne peut pas exister. Et s'il y avait un donc réel vous les problème, chouchoutez, en fait, c'est ça? Exactement. Et de toute façon, ces chauffeurs sont tous des indépendants. S'il y avait un réel problème, en tout cas avec la plateforme Captain, ils arrêteraient de travailler avec nous et on ne pourrait plus survivre. Et du coup, donnez-nous des exemples de la manière dont vous les accompagnez. Donc vous commencez déjà à les accompagner avant même qu'ils soient auto-entrepreneurs, etc., pour créer leur activité. Alors, on fait effectivement, on les accompagne sur toutes les phases de leur vie en tant que partenaire. Ça va de la création de la société, pour ceux qui sont juste curieux et qui passent par un de nos centres chauffeurs pour poser des questions, comment devenir VTC, comment créer une entreprise. Nous, on les redirige vers des organismes de formation, par exemple pour les épauler au passage de la carte pro, qui est indispensable pour exercer le métier de VTC. On leur conseille également un comptable qui va pouvoir leur montrer comment gérer une structure et quelle est la structure la plus appropriée pour leur activité. On les accompagne également en faisant des ateliers. Donc on fait toutes les 2 semaines où on invite des chauffeurs autour de thématiques qui sont propres à leur profession. Ça peut être par exemple comment gérer le relationnel client, comment créer sa propre clientèle, ce qui du coup leur permet de faire du chiffre d'affaires en dehors des applications, ce qui est très intéressant pour les installer dans leur situation d'entrepreneur. On fait venir des intervenants extérieurs qui partagent avec eux toutes leurs bonnes astuces pour aller démarcher un hôtel, un restaurant. Donc on les accompagne vraiment pas seulement sur le travail avec la plateforme Captain, mais également dans leur situation d'entrepreneur pour faire grossir leur entreprise et gagner plus de chiffre d'affaires. Parfait, merci beaucoup. Julie Pressia, donc vous nous disiez tout à l'heure, vous alliez... C'est bon, vous pouvez parler, ouais. Sinon, on réorganise la table ronde si vous préférez attendre un peu. Est-ce que vous pouvez nous citer certaines des startups justement qui proposent des solutions pour la mobilité inclusive? Je vais essayer de faire en séquence pour pas. Alors, l'ambassadrice de notre promotion, notre première promotion Handicap Access, c'est Charlotte de Villemorin. Je ne sais pas si certains la connaissent, qui est donc une femme entrepreneur qui a créé Willys, voilà, qui est une plateforme de mise en relation entre particuliers de voitures aménagées. Voilà, donc on a Charlotte. Alors souvent, on se rend compte que les solutions qui sont orientées ou dédiées aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, elles émanent directement du besoin, donc des personnes elles-mêmes concernées. Là, c'est le cas pour Charlotte.
Voilà. Un des freins, on va dire, à la mobilité inclusive pour les personnes en situation de handicap, ça va être souvent aussi soit le manque de visibilité sur les solutions qui existent, parce qu'il y a une énorme fragmentation à la fois des financements, mais aussi des canaux de distribution. Et puis, il y a aussi le frein économique. Donc voilà, c'est pouvoir mettre en place un service de location. On a aussi Pic2Do. Alors Pic2Do, donc à la base, c'est un docteur en sciences cognitives qui est parti du constat que parfois, quand on prend les transports, si on est sourd, malentendant, ou qu'en France on ne parle pas la langue française, eh ben, on peut être mis aussi en danger. On parlait de sécurité s'il y a des perturbations sur la chaîne des transports publics. Et donc c'est une interface en fait qui va retranscrire sous la forme d'un langage pictographique des alertes en fait sur une perturbation. Mais du coup, c'est une appli aussi? Oui. Voilà. Alors il y a appli et interface également qui seront à la fois. Vous avez en fait un pan d'utilisation physique sous la forme de papier, mais aussi numérique. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris mon petit papier parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je voulais vous citer Gyrolift. Gyrolift, peut-être que certains connaissent Gyrolift, non ? Qui est un fauteuil roulant, qui utilise donc le système gyropode pour en fait donc l'utilisation, c'est un fauteuil roulant verticalisateur, donc qui permet à une personne en situation de handicap paraplégique de pouvoir être en position debout. Et donc, on l'utilise notamment chez Dassault, aussi dans le cadre de l'activité universelle, pour prévenir aussi parfois des situations de travail pénibles, avec des postures qui sont compliquées, et donc qui vont venir un peu rejoindre les enjeux aussi de l'usage pour tous, d'améliorer la vie au travail. Voilà. Et puis un petit dernier. Un petit dernier. Alors, Horizon, alors donc c'est ce qui utilise en fait l'intelligence artificielle et qui a créé, donc son fondateur Cédric, un GPS en fait pour les personnes porteuses de déficience visuelle et qui va permettre à une personne de se repérer dans les bâtiments. Ça fonctionne avec des algorithmes qui vont en fait être reliés à des balises dans les bâtiments, et donc ça va se traduire par des signaux sonores, des messages sonores, et permettre à la personne d'être plus autonome en fait voilà, donc il y a des... Mais donc, à quel stade en sont ces différents projets? Parce que Willis, ça existe déjà, en fait, non? Oui, tout à fait. Alors là, en fait, je vous ai cité à la fois des startups qui étaient déjà incubées chez nous, mais réparties au sein de nos plateformes. Et là, on a fait justement un travail aussi de communauté autour de cette mission handicap. Et puis là, je vous ai cité effectivement Pic2Do. Donc là, on est sur une phase, donc l'accélérateur, en fait, il concerne le premier stade de maturité de la jeune entreprise, donc plutôt la phase d'idéation ou de prototypage, qui nécessite justement un cadre d'expérimentation pour faire en sorte que les usages correspondent bien aux besoins des personnes. Après, nous, au sein de nos incubateurs, c'est plutôt des jeunes entreprises qui sont en phase qu'on appelle d'amorçage ou de décollage, donc qui ont déjà des clients qui ont commercialisé leur solution. Voilà. Et je peux vous citer juste une dernière, c'est Navia qui est passé au sein du Rolling Lab et qui a lancé donc le premier véhicule autonome. Ah oui, sans les chauffeur, connaît tous. Là, pour faire un petit à la clin d'œil, Défense notamment. Voilà, ouais. à ma collègue. Juste une question sur Willis. Enfin, d'ailleurs, deux questions sur Willis. Mais la première, quand vous dites qu'il n'y a pas de solution visible, ce matin, sur une autre table ronde, intervenait un spécialiste du transport à la demande, et donc il expliquait que historiquement, le transport à la demande, c'était en premier lieu développé justement pour les personnes à mobilité réduite, et notamment avec le réseau PAM, comme son nom l'indique. Donc ça, comment c'est plus cher? Enfin, je sais pas, quel est le positionnement de Willis par rapport à PAM? Alors, la PAM, c'est essentiel, c'est très important. Par contre, derrière, vous avez certaines, en tout cas, préconisations à prendre en compte en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire, il y a un délai pour commander un véhicule qui est souvent quand même d'une bonne semaine. Et puis, vous avez une prise en charge des coûts aussi qui, moi, je vois quand par exemple, je rencontre un ami qui utilise la PAM, il y a eu à sa charge, il est dans l'Essonne, quand il vient me voir, par exemple, dans le 19e, il va avoir à sa charge près de 20 €.
Parce que j'imagine que c'est partiellement pris en charge par la Oui, sécurité bien sûr. sociale. Non, en mais fait. il y a une vraie, voilà, il y a une vraie aide. Heureusement, enfin voilà, on peut dire que quand même, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, enfin, voilà, le Conseil général, la maison départementale des personnes handicapées, voilà, il y a une vraie prise en compte de ces besoins-là, mais ça nécessite, voilà, de prendre en compte certaines mesures. Et Willis donc rassemble près de 11 000, donc je vous rejoins sur vos chiffres aussi, parce que vous participez aux mêmes enjeux, 11 000 utilisateurs en France. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors justement, Florence, qu'est-ce que vous pensez de ce type de solutions qui sont, j'emploie un terme qui est certainement pas exact pour toutes d'entre elles, incubées par Paris-Sanco, et notamment par rapport au rôle que joue la digitalisation dans une partie des solutions proposées? Oui, il y a deux choses. Il y a premièrement l'aspect numérique quand même qu'on revoit énormément et on sait qu'il y a des bénéficiaires aujourd'hui qui sont exclus du numérique. Donc c'est vrai que nous, on milite énormément à la prise en compte de la difficulté. Ça peut être en essayant d'accompagner la co-création de ces outils avec nos bénéficiaires pour justement leur permettre d'accéder. Ça peut être aussi par le biais de formation. Donc véritablement aller vers le numérique, que ce soit un outil supplémentaire à leur gamme, mais par contre il faut prendre en compte effectivement que c'est pas naturel. Et la vraie difficulté, c'est l'information. Quand j'entends tout ce que vous dites, moi je suis évidemment en tant que coordinatrice de ce type de solutions sur les territoires. Moi, je suis ravie d'avoir évidemment des innovations, de nouvelles innovations et de nouvelles solutions à proposer à mes bénéficiaires. Par contre, ce qu'il faut voir quand on se met à la place d'un bénéficiaire où les plateformes de mobilité ne sont pas développées partout en France, c'est qu'on n'a pas accès à cette information. Si on est exclu du numérique, on n'aura pas accès à cette information. Si on n'est pas exclu du numérique, on n'a pas déjà accès à la majorité des informations sur les territoires. Je vous disais tout à l'heure, 42% de retour à l'emploi avec 80% de formation sur ce qui existe sur le territoire. Donc moi, premièrement, attention à vraiment accompagner l'information et le fait que le numérique ne soit pas un frein, mais on doit travailler dans ce sens-là. Après, on a aussi les territoires où le numérique, il passe pas. Donc, on n'a pas accès au numérique. Donc, il faut évidemment qu'on travaille sur ces sujets-là. Le deuxième sujet, c'est le changement d'échelle. Vous parliez de 12 000 personnes, 13 000 personnes. On est un coup d'épée dans l'eau. Aujourd'hui, il y a 20% de la population en France qui quotidiennement est en difficulté pour se déplacer. Quand on parle de mobilité inclusive, c'est au minimum 7 millions de personnes qui tous les jours ont soit l'épée de Damoclès, je vais perdre mon travail si ma voiture tombe en panne, soit si je me casse la jambe et je suis au 5e étage sans ascenseur, je ne sais pas comment aller au travail. J'ai la possibilité d'avoir un emploi à 40 km de chez moi, mais je n'ai pas de voiture individuelle ou j'ai pas le permis de conduire. Toutes ces personnes-là sont en difficulté aujourd'hui en France, dans notre pays, pour se déplacer quotidiennement. Et donc moi, mon ambition, mon envie, c'est qu'on change d'échelle, que toutes ces innovations puissent accompagner plus de public. Et nous, ce qu'on a fait chez WeMove, c'est de travailler sur la loi d'orientation des mobilités avec le gouvernement pour que soit intégrés dans une politique de transport les publics qu'on accompagne depuis 20 ans, puisque jusqu'à maintenant, la dernière loi qu'on avait, c'était la loi d'orientation des transports intérieurs et c'était celle de 1982 qui a été en fait un droit au transport, qui n'était pas un droit à la mobilité, qui partait pas du besoin de l'usager pour pouvoir se déplacer. Et dans cette loi d'orientation des mobilités, on a réussi donc à avoir un droit à la mobilité pour tous. Dedans est déclinée une compétence mobilité inclusive. En fait, je disais comment ça se traduit, parce voilà. que le fait que ce soit écrit droit à la mobilité. Exactement, c'est un joli mot, mais ça veut dire que c'est pris en compte, c'est déjà pas mal. Oui, et bien. puis après, on a dans les articles une compétence obligatoire de la mobilité inclusive, donc une compétence obligatoire de ces publics en difficulté, la création de conférences des partenaires sur les territoires, donc ça veut dire que des Willis, des WeMove et les autorités organisatrices de la mobilité, mais aussi les acteurs sociaux vont se réunir autour d'une table pour établir un plan d'action. Donc on me dira, effectivement, c'est des jolis mots, c'est une loi, mais l'objectif maintenant, c'est de réussir à le mettre en place sur les territoires. Mais en revanche, on a déjà obtenu ça. Et donc ça veut dire une reconnaissance de la difficulté des publics à se déplacer et la mise en place au niveau régional au minimum d'une sorte d'équité de la mobilité,
tout cas, voilà ce qu'on peut espérer. Alors c'est intéressant, je pense qu'on va y revenir, cette tension qu'il y a entre tout ce que permettent de nouveau les nouvelles technologies, le digital, le numérique, et la fracture que ça peut éventuellement créer, donc en termes d'inclusivité, mais aussi, sans parler forcément de fracture, une sorte de déshumanisation quand même de certaines choses. C'est vrai que, par exemple, il y avait une personne en charge de l'expérience client de la RATP ce matin sur une table ronde qui insistait sur l'aspect humain, la présence humaine dans les stations, le fait que les chauffeurs de métro, par exemple, prennent la parole quand il y a des incidents sur la ligne, ce qu'ils ont historiquement tendance à très peu faire, ce qui crée de l'anxiété quand même supplémentaire, etc. etc. Est-ce que chez Captain, par exemple, le fait d'avoir ouvert un lieu physique dans lequel vos chauffeurs peuvent se rendre, alors c'est pas forcément en opposition au numérique, mais le fait qu'il y ait un vrai lieu avec des rencontres humaines, c'est quelque chose que vous avez pensé pour cette raison-là, pour qu'il y ait une création de ce qu'on appelle le lien social, mais au sein de la communauté Captain, en fait. Ça vous semble important ? Alors oui, je pense que beaucoup de chauffeurs partenaires sont contents d'avoir ce point de contact pour être accompagnés. Comme je Vous avez disais tout à l'heure. beaucoup de visites, en fait Oui, à peu près entre 800 et 1000 par semaine, que ce soit pour de l'inscription, de la prise d'information ou juste passer un peu de temps avec l'équipe. Et l'équipe qui est sur place, c'est une équipe qui est vraiment internalisée, donc qui participe à toutes les réunions d'équipe le vendredi, qui est au courant de la stratégie de l'entreprise et qui du coup peut retransmettre cet ADN face à face avec le chauffeur. Et ça, le chauffeur partenaire apprécie beaucoup. Également, comme on est sur un métier où il faut avoir un smartphone, où tout se passe via le digital, c'est aussi l'occasion d'accompagner certains de nos chauffeurs partenaires qui n'ont pas de fortes habitudes et ne sont pas très habiles avec un smartphone. Donc nous, pour ça, on a créé un produit qui est très simple à utiliser et on accompagne, comme vous dites, le chauffeur à travers toutes les étapes du partenariat. Il peut s'inscrire en ligne en mettant tous ces documents sur notre site internet. Il peut également venir directement au centre d'accueil avec tous ces documents et un agent va tâcher de l'accompagner et de faire l'enregistrement avec lui. Est-ce que pour GoSecure, il faut un smartphone en fait, non, pour l'utiliser? Enfin, alors un smartphone, presque tout le monde en a aujourd'hui, hein, quand même, non? Même les gens qu'on dit exclus du numérique, mais ils ont quand même c'est de savoir l'utiliser. Est-ce qu'on peut envisager enfin déjà comment ça, peut-être c'est très très simple, hein, il suffit d'appuyer sur un bouton rouge, je ne sais pas. Et ma question aussi c'était, est-ce que je comprends que ça n'est pas encore le cas, est-ce qu'on pourrait est-ce que vous pourriez envisager que certains de vos clients soient des opérateurs de transport type RATP, SNCF et autres? Alors oui, tout à fait. En fait, la vision de GoSecure, c'est d'avoir une continuité donc, de lieu lorsque les personnes se déplacent, mais également une continuité temporelle. C'est-à-dire que dans le parcours d'une personne, le matin, elle est chez elle, donc elle est citoyenne. Ensuite, elle va aller travailler, donc elle utilise les transports qui peuvent être collectifs, qui peuvent être de type Captain ou autre. Donc, et là, donc, elle est dans une phase de transport, il faut pouvoir l'accompagner. Donc, certains types de transports peuvent être plus anxiogènes que d'autres. Ensuite, elle arrive normalement à son travail. Donc là, elle devient collaboratrice ou collaborateur donc, de l'entreprise. Et c'est la mission aujourd'hui de tout directeur général d'assurer la sécurité de ses collaborateurs, qu'ils soient sur leur lieu de travail ou en mission. Donc, et là encore, les missions peuvent être faites par différentes typologies. La voiture de fonction a encore une existence, mais elle sera bientôt peut-être remplacée par des modes alternatifs. Donc l'objectif de GoSecure, c'est d'être capable d'accompagner la personne sur l'ensemble de ses déplacements. Et pour ça, ça veut dire qu'on a une stratégie. Donc on est encore une fois une phase aujourd'hui de pilote et de test. Donc on a quelques grandes villes qui viennent de nous dire oui pour faire ces expérimentations. On vient aussi, je fais une parenthèse, d'être reconnu par l'industrie de la sécurité, puisque le Conseil de l'industrie de la sécurité et de la confiance nous a donné un label solution innovante pour les grands événements sportifs, dont la Coupe du Je sens Monde. qu'on va reparler des JO là. Voilà, et donc je fais un clin d'œil à Paris & Co, mais dont dans un esprit JOP 2024, donc, puisque le régalien est aussi à la recherche de solutions de coopération publique-privée pour avoir cette continuité. Donc, on développe aussi donc, des solutions qui permettent à GoSecure d'être intégré sur un ensemble de plateformes. Donc, voilà, de manière à avoir une continuité totale de parcours.
Parfait. Je reste sur cette problématique numérique. Julie Pressia, est-ce que ce qu'on appelle l'illettrisme numérique ou digital, enfin bon, le fait de ne pas être à l'aise avec les outils numériques, c'est une forme de handicap. Enfin, est-ce que vous percevez ça comme une forme de handicap sur lesquels vous pourriez être amené à travailler au sein de Paris Synco, par exemple? Alors oui, c'est à la fois un frein comme un levier. Je vous rejoins là-dessus. Alors, on a travaillé dans le cadre d'un programme qui s'appelait Paris Code. Effectivement, et on est proche aussi d'associations comme Simplon pour l'accès au code, l'accès au numérique. Donc nous, là, ça va au-delà de savoir se servir d'un smartphone, c'est carrément savoir coder. Donc, oui, mais il y a aussi des ateliers plus basiques. Oui, oui. D'accord. Après, alors nous, on travaille avec les associations, donc il y aura des événements qui seront ouverts aux usagers. Donc effectivement, cette question du numérique, elle sera abordée. Après, on organise des workshops, des ateliers en fait pour déjà rendre accessibles les interfaces numériques, les applis, les sites web des porteurs de solutions. Donc en les accompagnant par l'acquisition de bonnes pratiques pour ne serait-ce que mettre par exemple un texte derrière des images, un texte derrière des vidéos, de permettre avec un fil Ariane à une personne de naviguer avec son clavier sur le site. Donc c'est plutôt d'accéder, on va dire voilà, c'est plutôt permettre aux personnes sous handicap, effectivement, lorsqu'elles ont accès à Internet, et ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, d'accéder aux informations, oui. Plutôt dans ce sens-là, dans un travail de partenariat avec des acteurs qui déjà le font très bien pour la fracture numérique, voilà, que effectivement, voilà. Mais en tout cas, on a à chaque fois cette notion de prise en compte des usages pour tous qui se pose, oui. Et vous, chez WeMove, concrètement, comment vous faites là? Typiquement, Willy's, vous avez l'air de trouver ça bien comme solution, mais en même temps, c'est donc pas directement accessible à des personnes qui ne se servent pas d'Internet. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire l'intermédiaire en fait entre... Et puis là, on parle de Willy's, mais il doit y avoir bien d'autres applications. Type Willy's ou autre. Là, c'est pour le handicap, ça peut être autre chose. Enfin, tout ce qui favorise a priori l'inclusion, mais sauf qu'il y a cette barrière. Donc nous, on a deux possibilités d'agir. La première, en fait, on est vraiment le fédérateur de ce qui existe sur le territoire. C'est pour ça qu'on nous a fait venir sur le territoire. Et donc, avec notre bénéficiaire, on va regarder quels sont ses freins au déplacement, de quoi il a besoin. Donc, on va mettre en place un parcours. Après ce diagnostic, on va faire des formations et on va lui préconiser un certain nombre de services. Si, par exemple, Willy's est la solution, on peut nous-mêmes inscrire. On a des partenariats avec les opérateurs de transport des territoires. On peut nous-mêmes inscrire le bénéficiaire pour qu'il puisse avoir accès. Donc, pour justement abattre un peu cette difficulté numérique. Ça marche aussi avec les personnes âgées. Parce qu'on a réussi à faire augmenter l'utilisation du covoiturage chez les personnes âgées sur les territoires où on est présent parce que justement, on les accompagne dans les premières fois à s'inscrire sur le site. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc nous aussi, on a fait notre coming out numérique. On a une application numérique chez WeMove. Par contre, c'est nos partenaires, donc les accompagnateurs à l'emploi, les accompagnateurs des publics de WeMove, qui vont faire un profilage de la personne, vérifier comment elle se déplace aujourd'hui, quelles sont ses difficultés et comment elle agit avec le numérique. Si elle est plus ou moins agile avec le numérique et que donc elle pourrait être accompagnée par le biais du numérique, on a créé une application qui nous permet de proposer les services de nos plateformes en ligne. Donc, ça va être des formations, etc. Et là, on fait des API, donc des liens entre les autres sites Internet et applications et celle de WeMove pour pouvoir justement centraliser l'ensemble de la ressource sur un territoire. Alors, il y a des algorithmes. Si la personne, elle pète un câble, on intervient. On a nos conseillers mobilité qui sont au téléphone. Donc, vraiment, là, pour l'instant, on est vraiment on continue à accompagner le maximum physiquement. Mais l'objectif, c'est de pouvoir demain proposer des services pour un plus grand nombre et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Donc, l'ambition, c'est vraiment d'essayer d'utiliser l'intégralité des modes à notre disposition, dont le numérique. Oui, parce qu'effectivement, il y a quand même
un hiatus aujourd'hui entre l'évolution démographique, le vieillissement de la population et le fait qu'on puisse quasiment plus rien faire. Alors je ne parle même pas de mobilité et encore moins de mobilité inclusive, mais on ne peut plus rien faire sans le numérique. Et du coup, toute cette population, alors nous-mêmes, quand on sera encore plus vieux, peut-être que, oui, mais on sait déjà s'en servir, on saura peut-être quand même encore à peu près, mais ceux qui ne savent pas et qui sont déjà... Enfin voilà, il y a quand même cette espèce de dichotomie. On ne entre pourra pas faire sans l'humain et j'espère qu'il faudra qu'on s'obligera à ne pas faire sans l'humain parce que sinon c'est une société, c'est peut-être pas celle qu'on souhaite. Il faut vraiment réfléchir à quelle société on veut avoir au bout. Et nous, les personnes âgées aujourd'hui, quand on les rencontre la première fois, on vient chez eux. On en est là, hein. C'est pas l'utilisation du numérique, c'est on vient chez eux, on les rencontre, on échange avec eux et on gère les premiers freins avec eux. Si on passe pas par cette étape-là, ils n'utiliseront pas les modes de transport. Il y a vraiment convaincre, il y a accompagner, il y a rendre plus humain tous ces moyens de transport qui peuvent paraître déshumanisés alors qu'ils créent du lien social et tout ça derrière. Et vous apprenez même, pour revenir aux personnes âgées, à certaines d'entre elles, à utiliser les transports en commun quand elles ne peuvent plus se servir de leur voiture personnelle, en fait. Ouais, tout à fait. Soit dans ce cas-là, soit par exemple quand le PAM est saturé et qu'on se retrouve à ne pas pouvoir utiliser le PAM, on va sélectionner les personnes qui peuvent encore utiliser les modes de transport classiques. Et c'est vraiment important, même une question de santé publique, plus on va se déplacer longtemps et plus on sera moins vite dépendant. Donc on va les accompagner justement, à les former à réutiliser les transports en commun. Par contre, on va travailler sur tout l'environnement. Parce que prenez un bus demain à certains endroits, vous aurez peut-être même vous peur alors qu'on n'est pas spécialement âgé. Donc l'ambition, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble de l'environnement pour dire attention, quand on a des personnes âgées qui rentrent dans notre bus, et ben on attend qu'elles soient assises pour redémarrer. Des choses qui paraissent Ah oui, ça je vous le confirme, moi je me casse la figure tous les jours. Évidentes et qui aujourd'hui doivent être rappelées. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être les uns les autres, les unes les autres, à ajouter par rapport au sujet mobilité inclusive dont on vient de parler? Est-ce qu'éventuellement dans la salle, monsieur, vous aurez une question? Je vous propose de vous lever. Je pense que la salle on vous entendra, je pense. Bonjour, merci de vous présenter brièvement. Alors, même si vous allez vous reparler après la fin de la table ronde, peut-être des premiers éléments de réponse. Je pense qu'un premier, c'était pour vous, sur les véhicules adaptés en fait, aux fauteuils roulants. Alors, c'est une initiative qui est très intéressante. On a beaucoup d'occasions en fait, de pouvoir se diversifier dans le futur. Je pense à notre échelle qu'on va d'abord se concentrer sur le marché sur lequel on est, sur lequel il y a déjà encore un énorme vivier de croissance qui existe. Il y a déjà des tests qu'on mène. Aujourd'hui, on fait le test avec des personnes malvoyantes. On a une option qui permet à ces personnes de se manifester et du coup, nous, de donner l'alerte à nos chauffeurs une fois qu'ils passent, arriver sur le point de prise en charge, récupérer justement le passager, ils sont au courant que c'est une personne malvoyante qui va monter dans la voiture et donc font l'effort de sortir de la voiture et de vérifier à côté où est-ce qu'on peut apercevoir une personne avec une canne, par exemple, pour l'escorter jusqu'au véhicule. Donc on explore ce type d'alternative. Pour l'instant, on en est à une phase bêta. C'est évidemment des initiatives qu'on regarde et qui sont très intéressantes. Ce n'est pas prévu à court terme pour le moment.
Oui, je rebondis justement sur ce type de solution que l'on ne connaît pas forcément. Je pense que ce sera intéressant aussi de vous mettre en relation avec, ça concerne tout le monde, c'est Andy Innove. En fait, c'est un rendez-vous qui est destiné aux citoyens, à nous tous, une fois par trimestre environ, et qui permet en fait à des usagers, des citoyens, des personnes sur handicap ou non, de venir rencontrer des créateurs de solutions directement. Donc là, pour le coup, on est en physique et on peut tester, par exemple, vous avez la trottinette qui se clipse à un fauteuil roulant et qui permet de se déplacer et d'utiliser aussi un mode de transport alternatif. Et j'ai un petit trou de mémoire, c'est Mobi. Bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. En tout cas, ce type de rendez-vous peut être intéressant. Andy Innove, qui est organisé par Comptoir des Solutions. Je vais faire pareil que ma collègue, je vais faire de la pub pour les autres. France Mobilité, vous connaissez ce réseau France Mobilité qui est géré par la DGITM. Alors en fait, justement, c'est un outil qui permet de recenser l'intégralité de ce qui existe sur le territoire pour qu'on puisse travailler. DGTR. Ah, DGITM, le ministère des Transports, pardon. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir recenser l'intégralité des innovations et des actions des territoires. Donc il faut absolument que vous y soyez pour que vous puissiez justement transmettre cette expérience. Et alors moi, il y a deux choses. C'est que premièrement, évidemment, ça m'intéresse de vous rencontrer pour qu'on voit comment on peut imaginer développer ce type d'initiative partout sur nos plateformes. Mais également, je pense que toutes les solutions qu'on peut développer les uns et les autres, en fait, ce qui est véritablement important, c'est de les mutualiser pour les autres publics. C'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude de travailler à chaque fois en silo. Et donc, à cause de ça, ça nous coûte une blinde. C'est impossible à développer. Et donc, il faut qu'on réfléchisse absolument à comment on fait peut-être pour accueillir d'autres publics avec les mêmes solutions. Et là, je pense que ça permettra un développement autrement. Et, juste pour terminer sur l'aspect sécurité, alors effectivement, aujourd'hui, la sécurité est en silo. Nous, on a une vision totalement universelle et la sécurité doit être là pour tous, y compris les personnes en situation de fragilité, d'handicap ou autre, bien entendu. Merci. Est-ce que je peux juste ajouter un petit mot? Le 1er février, on lance donc la plateforme Ville Durable lance son appel à candidature pour proposer des projets, des solutions comme celles qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Voilà, donc je vous invite à vous rendre sur le site de Paris & Co, plateforme Ville Durable, et puis on lancera aussi un second appel à candidature également pour notre accélérateur Handicap Access courant du printemps. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Non. Alors moi, j'en ai eu juste une dernière, c'est par rapport au JO. Vous avez qualifié ça de prétexte, mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parce que les JO. Alors, qu'est-ce qui se passerait sans les JO? Est-ce qu'on aurait quand même... Est-ce que ça débloque des fonds pour soutenir certaines initiatives? Est-ce que ça met en évidence certaines lacunes, par exemple sur le plan de l'accessibilité? Enfin voilà, qu'est-ce que... Je pense que c'est un accélérateur de progrès. On va dire, voilà, c'est un peu le mot. C'est bien que vous disiez ça ici parce que c'est ce que effectivement Madame Hidalgo clame effectivement haut et fort depuis 2 ou 3 ans, que c'est un accélérateur notamment de la transition écologique, parce que un certain nombre de projets, on ne va pas rentrer dans le débat, je sais que c'est décrié, mais un certain nombre de projets verts qui étaient dans les limbes, en fait, vont être accélérés au sens propre du terme pour pouvoir être prêts en temps et en heure pour les Jeux, etc. Mais donc, vous... Déjà, c'est un outil qui agit sur les représentations, qui, je pense, fait en sorte aussi qu'on se sente tous concernés, puisqu'on est de près ou de loin, une personne sur 2 est confrontée à une situation de handicap temporaire. Alors, mes collègues connaissent aussi tous ces chiffres, mais bon, c'est bien, je trouve, de les rappeler. C'est que, voilà, on peut avoir un accident et entrer en situation de handicap temporaire, ça vous est peut-être arrivé. Et puis, on prend le métro et puis là, on se retrouve avec son attel et on prend, hop, tac, un coup de pied, quelqu'un qui ne fait pas exprès. Enfin, voilà, c'est des situations quand même qui sont compliquées. Donc, c'est à la fois un outil, on va dire, sur les représentations de tout le monde. La loi de 2005 quand même a entériné une vraie co-responsabilité de nous tous en fait sur ces chantiers de l'accessibilité. Voilà. Et puis c'est un super révélateur aussi pour des créateurs de solutions comme on a ici.
Donc ça, c'est top. Et ce qui est, donc quand je parle effectivement de prétexte, c'est aussi une aubaine puisque en fait ces solutions elles existent, mais en fait très souvent leur durée de vie malheureusement est assez courte par peur aussi parfois pour des investisseurs de parier sur ces solutions-là, puisqu'on les met parfois trop à part, voilà, comme si elles allaient en tout cas répondre à des usages très, très micro, mais en fait non, après 24% de la population est en situation de handicap. Donc c'est les troubles cognitifs, par exemple, ça peut être en termes de conséquences dans la vie de tous les jours. Moi-même, j'ai pas des troubles cognitifs avérés, mais la signalétique parfois m'handicape terriblement, le manque de signalétique. Enfin voilà, donc on est vraiment sur je pense que c'est cette co-responsabilité qui fait de nous citoyens et filière Handitech et voilà et créateurs de ces solutions un écosystème concerné. Un dernier mot peut-être, je sais pas, sur l'opportunité liée au JO. Alors, l'opportunité des JO du côté de la sécurité, en fait, c'est également un très gros accélérateur. Donc, il y a une démarche qui a été lancée par le comité donc, de l'industrie de la sécurité et de la confiance qui vise à faire un recensement de l'ensemble des solutions innovantes. Donc, ça a été porté par le Safe Cluster d'avril à septembre, ce qui a permis d'identifier un certain nombre de solutions innovantes, dont la nôtre. Donc, et le but maintenant, c'est de passer sur une phase plus opérationnelle d'expérimentation afin de valider des solutions qui soient totalement à l'ordre du jour et performantes et aussi sécurisées pour les JO 2024, mais aussi les grands événements sportifs de manière plus générale, donc tels que la Coupe du Monde de rugby 2023 qui va arriver assez rapidement également. Voilà. Captain, comment est-ce que vous anticipez les Jeux? Ça va être une grosse... Alors les JO, ouais. ça paraît assez loin, mais alors c'est une motivation de plus à nous exporter un maximum d'ici là dans de nouvelles contrées à l'étranger. On vous entend pas bien. Est-ce que c'est mieux? Oui. Je dis voilà, les Jeux Olympiques c'est assez loin pour nous, mais c'est une motivation de plus à nous exporter dans de nouveaux pays, d'être connus un maximum à l'international pour que lors de l'événement, un maximum de clients du coup étrangers fassent appel à Captain, qui reconnaîtront cette solution dans leur ville. Voilà. Parfait, très bien. Écoutez, merci beaucoup à toutes, tous et toutes.